Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, c'est Sens Public, votre rendez-vous quotidien de débats, de chroniques et de reportages sur Public Sénat. 2 thèmes seulement en 90 minutes pour prendre le temps de donner du sens à l'actualité grâce à nos experts. Et voici le sommaire de ce 23 janvier. Une agricultrice de 37 ans tuée sur un barrage en Ariège, des chauffeurs routiers qui joignent leurs camions aux tracteurs sur l'autoroute A7. Le mouvement de colère des agriculteurs français ne semble pas près de s'éteindre. Que peut faire le gouvernement face à des revendications protéiformes? Le virage écologique rendu nécessaire par l'urgence climatique est-il trop rapide? Le Rassemblement national va-t-il profiter de cette grogne pour progresser encore avant les élections européennes? On en débat dans 1 minute. Et puis pour notre second thème volontairement décalé de l'actualité du jour, gros plan sur les sans-abri en France, parmi eux de plus en plus d'enfants. On estime que chaque soir, il y a 2800 enfants qui sont refoulés par le 115. Ça veut dire que c'est des enfants dont les parents ont appelé le 115 pour avoir un hébergement d'urgence pour la nuit même et que le 115 leur a dit « désolé, on n'a plus de place ». Donc c'est des enfants qui vont passer la nuit dehors, dans une voiture, sous une tente, dans des conditions très difficiles. Depuis Lionel Jospin, en 2002, tous les premiers ministres ou présidents de la République ont annoncé le zéro sans-abri sans jamais tenir cette promesse. Est-elle illusoire? La prise en charge des sans-domicile fixe est-elle enfin intégrée à la politique du logement? Ne ratez pas les explications et la confrontation de nos experts sur ce thème. Ce sera dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, donc, le drame de la Nationale 20 dans l'Ariège et la mobilisation des agriculteurs avec Mathias Arez. La mobilisation des agriculteurs est en deuil. Ce mardi matin, une manifestante présente sur un point de blocage à Pamiers dans l'Ariège a été fauchée avec sa famille par une voiture. Donc on est certain que la voiture qui s'est engagée sur la 2x2 voies, qui est arrivée à pleine vitesse sur le vallon de Foin, elle s'était, à un moment, à quelques kilomètres de là, elle avait contourné un dispositif visant à interdire l'accès à cette 2x2 voies. Dispositif très bien matérialisé. Il fallait vraiment vouloir essayer de se frayer un chemin à travers. La mère de 37 ans est décédée sur le coup. Son mari et sa fille de 14 ans se trouvent toujours dans un état grave. Un drame qui a provoqué l'émoi jusqu'au plus haut sommet de l'État. Le drame de Pamiers nous bouleverse tous. Je pense avec émotion aux victimes et à leurs proches endeuillés. Présent sur le plateau d'une chaîne d'information au moment de l'annonce du drame, Arnaud Rousseau, président de la FNSE, a réagi. Dans le moment où le monde agricole fait entendre sa colère et où nous attendons des décisions urgentes, j'invite évidemment l'ensemble des agriculteurs à être vigilants sur les conditions de sécurité, parce que faire passer nos messages, c'est aussi assurer la sécurité de chacun. Et ça veut dire aussi que le Premier ministre doit aller vite maintenant pour nous apporter des réponses très concrètes. Hier soir, les principales organisations syndicales étaient reçues à Matignon. Si pour l'heure, aucun accord n'a abouti, le Premier ministre Gabriel Attal a voulu envoyer un message aux agriculteurs présents ce mardi devant les préfectures. Nous regarderons toutes les propositions et nous prendrons toutes les mesures utiles et nécessaires dans le cadre du projet de loi porté par le ministre de l'Agriculture. Oui, nous allons avancer sans tabou, sans faux semblants, avec une détermination et avec la mobilisation de cette majorité qui, elle, n'a jamais fait défaut à nos agriculteurs. Plus tôt dans la journée, le président de la République Emmanuel Macron sommait son gouvernement d'être pleinement mobilisé pour apporter des solutions concrètes aux difficultés rencontrées par les paysans. Le deuil et la colère des agriculteurs français, on en débat tout de suite avec Sophie Primas, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes sénatrice LR des Yvelines, vice-présidente du Sénat et ingénieure agronome de formation. Thierry Pouge, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes économiste, chef du service études économiques et prospectives aux Chambres d'agriculture France et chercheur associé au laboratoire Regard de l'université Reims-Champagne-Ardenne. Géraud Guibert, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, fondateur, président de la Fabrique écologique et auteur du Grand Malentendu climatique, livre paru aux éditions de l'Aube. On est également en duplex avec Rémi Dumas, qui est viticulteur dans l'Hérault. Bonsoir, vous êtes vice-président des jeunes agriculteurs. Bienvenue à vous. Et Émilie Zapalski. Bonsoir Émilie. Bonsoir. Bienvenue, spécialiste en communication politique et éditorialiste pour Sens Public. Sophie Primas, une question très générale. Cette colère des agriculteurs, elle ne vous surprend pas. Pourquoi ?
Non, elle ne nous surprend pas ici au Sénat parce que dans les territoires où nous sommes implantés, l'ensemble de nos collègues, assis d'ailleurs sur tous les bancs du Sénat, sentaient cette colère protéiforme, a dit votre journaliste dans son introduction. Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire chaque métier, chaque région a aujourd'hui des raisons d'être inquiet, des raisons de voir son revenu diminuer, des raisons d'être inquiet des décisions qui sont prises à droite, à gauche. Et en réalité, on sentait bien que tout ça était en train de couver. Il y avait ce mouvement des panneaux de signalisation d'entrée des villes qui étaient retournés. Oui. Ça a été sous-estimé, ça? Je pense que ça a été sous-estimé, mais ça vient de bien plus loin que ça. Je veux dire, on entend quand même dans nos campagnes depuis très longtemps le problème du revenu, d'ailleurs, qui a donné lieu aux États généraux de l'alimentation, puis à Egalim 1, Egalim 2, Egalim 3. Vous voyez, on a ce problème du revenu, on a le problème de la transmission entre générations, qui faisait l'objet du projet de loi qui était proposé par le gouvernement, qui vient d'être retiré pour être abondé, visiblement. On a le problème des normes, on a le problème des contrôles, on a le problème de l'eau, on a le problème des bassines. Vous voyez, on va essayer de revenir sur ces différents thèmes. C'est un truc protéiforme qui est différent région par région. J'allais dire métier par métier de l'agriculture, mais qui aujourd'hui, sur un déclic, est en train de se répandre partout. Thierry Pouche, à quel point les agriculteurs français, je comprends bien que voilà, c'est comme on l'a dit, très varié en fonction des régions et des métiers. À quel point subissent-ils une forme de déclassement aujourd'hui ? Alors, cette notion de déclassement, elle est également protéiforme, parce que c'est un déclassement économique. On a quand même parlé depuis 15 ans maintenant de l'érosion de la compétitivité de l'agriculture française. Au Sénat, il y a eu plusieurs rapports sur ce thème. Donc là, il y a déjà une prise de conscience. Alors, ça ne veut pas dire que nous sommes complètement déclassés sur le commerce extérieur. Nous sommes encore un État membre excédentaire, ce qui n'est pas le cas de tous les autres États membres. Mais en disant déclassement, pardon de vous interrompre, moi en tête, je pense revenu. Là, c'est plus ça ma question, alors, si je suis plus précis. Voilà, sur le revenu, c'est quand même quelque chose qui s'inscrit sur une période assez longue, notamment au gré des réformes de la politique agricole commune, puisqu'il y a eu une redéfinition des aides, elles ont été même orientées parfois à la baisse. Le budget n'a pas forcément beaucoup augmenté sur l'agriculture. Donc, il y a une lame de fond. Et les 2 dernières années, c'est-à-dire 2021 et 2022, on a l'impression qu'il y avait eu un voile, puisqu'il y avait eu une très forte augmentation du revenu des agriculteurs, en moyenne nationale, évidemment. Et on avait l'impression qu'à la faveur, évidemment, de la guerre en Ukraine, de la flambée des prix, on était un petit peu sorti d'affaires et que ça allait être une tendance qui allait s'inscrire dans la durée. En 2023, c'est la rechute, puisque les prix se sont orientés à la baisse et que les charges aussi, mais à un rythme beaucoup moins soutenu, mais en plus, à la fin de l'année 2023, sur les 2-3 derniers mois, les charges se sont même mis à augmenter. Donc il y a un effet ciseau. Il y a un effet ciseau qu'on craignait, mais qui est en train de se réaliser. Jérôme Guibert, c'est une question, parce que j'entends le lien, et il est évident, entre politique agricole commune, subventions et revenus des agriculteurs. C'est une question d'argent, de moyens, ou c'est aussi un manque de cap, de vision pour vous? Moi, je crois que d'abord, vous avez tout à fait raison de le signaler, c'est d'abord une question économique. Et avec une agriculture, en effet, qui est très différente selon les endroits, mais globalement, c'est une question économique, une question de revenus. Et c'est vrai qu'il y a eu cet épisode des 2 dernières années qui a fait croire que les revenus augmentaient beaucoup. Et donc, il y a d'autant plus, évidemment, une déception, même une grande difficulté, parce que quand vous avez vos revenus qui augmentent pendant 2 ans, puis ensuite qui chutent assez fortement, c'est un vrai sujet. Il y a un deuxième sujet, c'est que... et donc, c'est ça l'essentiel. On va venir, évidemment, sur les questions écologiques, mais je pense que c'est la première chose et la chose essentielle. Ensuite, l'agriculture est dans une situation très particulière, puisque l'agriculture est à la fois responsable du climat, puisqu'elle émet 20% des gaz à effet de serre, elle est en même temps victime du climat, puisque les agriculteurs souffrent beaucoup, un certain nombre d'entre eux en tout cas, à la fois des épisodes extrêmes, de la conséquence sur la variabilité des prix, etc., etc. Et en même temps, c'est la solution. C'est une des solutions majeures, c'est du climat. On est forcément une part de la solution. Et c'est vrai que sur la place des agriculteurs dans la société, on ne sent pas aujourd'hui de message clair sur
qu'est-ce que l'agriculture en 2050 ? Mais au niveau français ou au niveau européen? Parce je pense que les deux. Il y a un pacte vert, enfin on a le sentiment, après on va en reparler, on va peut-être le critiquer, mais on a le sentiment justement qu'il y a un cap. Je pense que les deux niveaux sont de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'au niveau français, il est clair que quand on parle du climat, par exemple, on ne parle jamais d'agriculture. Vous avez remarqué, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Et au niveau européen, disons que le lien, qui est d'ailleurs assez ténu entre la politique agricole commune et les questions climatiques, est très faible. Et il n'y a pas eu de véritable message donné, on pourra y revenir sur un certain nombre de sujets. Et donc je pense que cet élément explique que les agriculteurs en fait ne savent plus où ils vont. Manque de cap. Je vous donne la parole dans un instant, Émilie, mais je voudrais entendre Émilie Dumas là-dessus. On va détailler les différentes revendications, là où le bas blesse en quelque sorte, mais sur cette vision d'avenir, est-ce que, pardon, je vais trop vite, c'est ce qui vous manque aujourd'hui, Rémi Dumas? Mais clairement, ça fait plusieurs années que l'on demande aussi cette vision d'avenir-là sur l'agriculture française et européenne en général. Aujourd'hui, ça a été dit à l'instant, c'est-à-dire que sur le climat, sur l'environnement, l'agriculture est au rendez-vous partout, soit critiquée, soit idolâtrée. Mais en attendant, il y a plusieurs défis. Le premier défi, quand même, c'est la souveraineté alimentaire. Il ne faut pas le perdre de vue. L'agriculture est faite pour produire de l'alimentation en premier. On va être de plus en plus sur la planète, donc il va falloir quand même produire de l'alimentation. En second, c'est l'écologie. On est les premiers écologistes. Parce que la terre, c'est notre outil de travail, donc bien sûr qu'on ne va pas la détruire parce qu'on a envie de travailler avec, on a envie de la transmettre à nos générations futures. Donc on est là aussi au rendez-vous. En fait, là où on a du mal à se placer, c'est effectivement dans les politiques publiques où on nous pousse à être plus vertueux pour sauver la planète, sachant qu'il y a des mesures qui sont faites, mais les moyens que l'on nous donne à côté en alternative ne sont pas forcément mieux quand on gratte un petit peu plus loin pour la planète. Sauf que souvent, on regarde ça de loin, on a trop tendance de parler agriculture sans les principaux intéressés, c'est-à-dire nous, les agriculteurs qui vivons au quotidien les aléas climatiques, mais aussi les solutions que l'on peut apporter. Quand on enlève la molécule, par exemple, j'aime pas trop en parler, mais c'est quand même symbolique, le glyphosate, on va à la place faire du labour. Donc au niveau du carbone, on va moins capter de carbone, on va passer plus de temps en tracteur, donc rejeter plus de gaz à effet de serre à travers notre consommation de carburant. Donc vous voyez, c'est tous ces équilibres-là à apporter. Et la France aujourd'hui et l'Europe n'a pas une vision claire parce qu'on nous parle tous les jours de souveraineté alimentaire en France, mais en même temps on nous met des normes environnementales qui nous empêchent de faire cette souveraineté alimentaire. On ne vous donne pas les moyens finalement d'appliquer cette politique, c'est ce que je résume, et on vous entendra plusieurs fois évidemment pendant ce débat. Vous vouliez intervenir? Oui, parce qu'il y a toutes ces transitions dont on parle, écologique, souveraineté alimentaire, mais il y a aussi le modèle économique qui n'a pas évolué, ou en tout cas on n'a pas eu ce regard. C'est plus les fermes à l'ancienne, familiales, ça existe de moins en moins. Il y a des exploitants qui essaient de se réunir collectivement pour trouver des nouveaux formats. Et vous voyez, par exemple, dans l'industrie ou alors ailleurs, dans d'autres secteurs économiques, on parle des startups, on parle de tout ça. Mais dans l'agriculture, c'est comme si on les gardait un petit peu à l'ancienne et on n'arrive pas à les aider. Cette loi était là justement pour les aider, pour installer des nouveaux jeunes qui sont plus forcément les mêmes. C'est pas forcément des fils d'exploitants ou des filles d'exploitants qui reprennent la ferme, c'est des néo-ruraux qui vont essayer de se débrouiller avec des modèles différents, qui ont des envies, et localement, il y a des envies aussi d'acheter proche. Et tout ça, on n'a pas su dépoussiérer ça, ou en tout cas, regarder un peu, retirer la poussière, parce que ça bouge beaucoup, même en termes d'innovation. Il y a énormément de choses qui se passent, et on n'a pas ce regard-là, comme si on gardait ce secteur un peu à l'ancienne, alors que ça bouge énormément, et qu'on devrait donner des forces. Comme il y a énormément de variétés, c'est pas forcément vrai pour tous les agriculteurs pas et pour tous, toutes les évidemment, toutes les mais en tout cas, il y a des nouveaux modèles qui sont là. Mais alors, je voudrais, il y a plein de thèmes à aborder, et on va commencer par un focus tout de suite sur la question finalement du virage écologique et sur les normes environnementales qui, selon les agriculteurs, s'empilent les unes au-dessus des autres. Écoutons le vice-président de la FDSEA de l'Oise, il blogue avec ses collègues l'autoroute A16 à hauteur de Beauvais.
on est en train de perdre notre agriculture et nos agriculteurs. Nous sommes en plein de problématiques et qu'aujourd'hui, il faut se pencher. Vous voyez, autre exemple, on nous retire, nous en France, on a une spécificité, c'est qu'on nous retire les produits phytosanitaires qui ne sont pas retirés dans d'autres pays européens. Par exemple, la cerise. Aujourd'hui, vous n'allez plus avoir de cerise française. Pourquoi ? Parce qu'en Italie, ils ont le droit d'utiliser un produit qui tue certains insectes qui vont détruire la cerise. Chez nous, c'est pas possible. On veut faire plus blanc que blanc. Et à force d'être plus blanc que blanc, l'agriculture devient transparente. Le sens de la formule, la force de vouloir faire plus blanc que blanc, l'agriculture devient transparente. Sophie Primas, la vraie question, l'urgence écologique, je pense, l'urgence climatique, on en est tous conscients autour de cette table. Après, c'est la question du rythme. Est-ce que ce virage, alors qu'on peut symboliser par le pacte vert en étant un peu simplificateur au niveau européen, mais il y a aussi une volonté au niveau français, est-ce qu'il est tout simplement trop rapide, insupportable pour les agriculteurs ou pas suffisamment accompagné pour les agriculteurs ? D'abord, je voudrais dire quelque chose, c'est que le modèle agricole est en train d'évoluer. Il est en train d'évoluer parce qu'il y a des nouvelles générations qui arrivent et parce que les anciennes générations comprennent les enjeux climatiques et les enjeux environnementaux. Et donc, c'est pas du tout ça qui est combattu. Ce qui est combattu, c'est les normes sur les normes, qui parfois sont contradictoires les unes aux autres et qui sont dans un tel étau que les agriculteurs ne savent plus les appliquer. Et parfois, ils les appliquent, mais ils sont sanctionnés par l'État territorial qui vient les sanctionner. Je prends un exemple qui est assez emblématique. On veut replanter des haies. Les haies, c'est important. Ça crée de la biodiversité, ça empêche d'utiliser des produits phyto. Enfin bon, il y a plein de bénéfices aux haies qu'on a enlevés il y a quelques années. Il y a 12 réglementations dans des codes différents qui régissent la plantation, l'entretien des haies. Mais en fait, aujourd'hui, les agriculteurs ils disent « je ne vais surtout pas planter une haie parce que je vais avoir 12 réglementations et je ne saurais pas. Et à un moment ou un autre, je me ferai rattraper par la police. » Et donc, en fait, on pourrait multiplier les exemples comme celui-là. On peut multiplier les exemples. Vous avez en ce moment, il y a certains journalistes qui relaient cette information, mais qui est vraie, des directions départementales qui sont en train de demander aux agriculteurs qui sont inondés dans le nord de la France de prouver qu'ils avaient planté des couverts entre les deux. Ils ont 1,50 m d'eau dans leur champ. Enfin, ça n'a pas de sens, vous voyez. C'est ça, en fait, que les agriculteurs ne supportent plus. C'est d'être la cible, d'être montré du doigt comme étant réfractaire aux nouvelles méthodes, de parfois ne pas avoir les moyens de gérer cette transition, parce qu'il faut de l'investissement, il faut une ouverture à l'innovation, et se retrouver dans des impasses qui sont des impasses pour eux assez dramatiques. Alors, votre avis là-dessus à tous les deux, je commence avec vous, Thierry Pouget. Est-ce que c'est une question de vision d'avenir ou de cap qui a été donné en matière de transition environnementale, qui n'est pas le bon, ou est-ce que c'est simplement, on a le bon cap, mais on est victime de notre obésité administrative française et européenne? Sur le pacte vert, il y a quand même une précision à apporter. Il a été publié en 2019, sauf qu'entre-temps, le contexte international a changé. Bien sûr. Et que cette guerre en Ukraine, qu'on le veuille ou non, bouleverse depuis le début les équilibres alimentaires mondiaux. Et que par voie de conséquence, l'Union européenne a peut-être tout intérêt, dans la situation actuelle, d'envisager éventuellement de réexaminer le texte en intégrant le contexte international, parce que toutes les études d'impact qui ont été réalisées sur ce pacte vert ont bien montré, des États-Unis à la Hollande en passant par l'Allemagne, y compris l'étude de la Commission elle-même, qu'il y aurait un décrochage des productions. Donc, et on va moins produire en Europe avec le pacte vert. Et si on veut maintenir les capacités d'approvisionnement, il va falloir recourir à l'importation, ce que montrent ces études d'impact. Et on revient sur la question de souveraineté alimentaire dont nous parlait Rémi Dumas il y a un instant. Donc il y a des contradictions qu'il va falloir examiner et évidemment lever. Est-ce qu'on doit choisir, Jérôme Guibert, entre souveraineté alimentaire européenne et virage écologique? Non, moi je pense pas du tout. Je pense que, si vous voulez, quand on dit l'accumulation des normes, alors il y a certainement du toilettage à faire sur un certain nombre de sujets. Bon. Mais au-delà de ça, je pense que les deux vrais sujets sont les suivants. L'accompagnement. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas demander à quelqu'un, en effet, de moins utiliser du glyphosate, ce qui demande du travail en plus pour l'agriculteur, si par ailleurs, vous ne le rémunérez pas à la hauteur de ce travail. Bon, c'est très simple à comprendre, mais je ne crois pas que c'est encore infusé au niveau de la décision. Bon, ça c'est le premier point. Et deuxième point, c'est vrai que le virage écologique exige un certain nombre de règles. Mais moi, je pense qu'il faut sortir par le haut de ce sujet. Et je pense qu'il faut avoir un corpus de règles qui soit assez clair et assez limité,
Et moi, je suis partisan, à partir de là, par exemple, d'un revenu garanti agroécologique et qui permet aux agriculteurs, non pas d'avoir une rémunération totale, mais qui permet d'avoir un socle garanti. C'est-à-dire mieux payer ceux qui prennent le virage. Oui, mieux payer, mais sur la base d'un socle et sur lequel ils n'aient pas, pour chaque norme, à déposer un dossier, etc., etc., etc. Donc une simplification assez radicale du sujet. Et je pense qu'il faut sortir par le haut de ce sujet. Je pense que ce serait très mauvais pour les agriculteurs eux-mêmes de se dire on va alléger les normes environnementales, parce que c'est l'avenir, la transition environnementale, et que vous pouvez faire ça à un moment donné, mais 5 ans après, vous risquez d'être rattrapé par la patrouille. Par exemple, sur les cerises, moi je pense qu'il faut évidemment arriver à valoriser le fait que les cerises, en France, ont une norme plus stricte, plus exigeante, mais même que d'autres pays européens. Et on ne le valorise pas. Mais aujourd'hui, nous, on ne le valorise pas. Pas du tout. Bon. Et donc, voilà, c'est cette logique-là qu'il faut introduire. Pardon ? Expliquez ça à Bruno Le Maire. Écoutez, dans son numéro duettis avec Leclerc sur la désinflation des prix. Leclerc, le président des centres Leclerc. C'est bien de celui-là dont vous parlez. Non, mais je vous donne la parole tout de suite, mais il y a Rémi Dumas qui voulait réagir, parce que là, je voudrais vraiment que vous nous racontiez ce que vous avez fait, parce qu'on parle de virage écologique et de rémunération. Vous êtes viticulteur, je le rappelle, et je crois que vos produits sont, je ne sais plus quel est le terme, haute valeur environnementale. Et ça a dû vous demander de l'investissement, je l'imagine. Est-ce que vous êtes mieux payé pour autant ? Et non, malheureusement, c'est ce qu'on explique aussi, c'est qu'aujourd'hui, on a fait les démarches pour être plus vertueux, pour adapter nos pratiques. Effectivement, on réduit nos produits phytosanitaires, on réduit nos herbicides. Tout ça, ça a un coût, mine de rien. Même si on réduit les produits, il faut passer mécaniquement, notamment pour l'herbicide. Du coup, c'est plus de passage de tracteur, donc d'heures de travail. C'est plus de gasoil qui coûte plus cher. Et en plus, on nous enlève l'exonération. Et tout ça empilé. La fiscalité qui augmente comme tout le monde. L'inflation, on l'a subi pareil. Le matériel qui a pris énormément de pourcentage. En gros, pour produire 1 hectare de vigne, ça a pris 20% depuis 2019. Le prix du vin payé à l'heure aujourd'hui en haute valeur environnementale est le même que mon père touchait il y a 20 ans. Donc, elle est où la normalité ? Encore une fois, on ne demande pas l'aumône. On demande juste de payer le juste prix de nos produits. Aujourd'hui, on nous demande de la qualité, on nous demande d'être plus performant environnementalement. Ça a un prix, il faut juste nous le payer. Si c'est rémunérateur, ça fera aussi venir des jeunes dans notre métier. Et ça a été évoqué tout à l'heure, il y a une loi, le projet de loi orientation pour le renouvellement des générations en agriculture, qui est très important pour nous, qu'on a travaillé depuis 2022. Il y a beaucoup de propositions qui sont issues de jeunes agriculteurs, parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'une vision claire, effectivement, mais aussi des moyens humains et financiers pour l'installation, pour les transmissions des exploitations. Parce qu'aujourd'hui, c'est un grand frein, et quand on sait que dans 5-7 ans, la moitié des agriculteurs vont partir à la retraite, il va falloir transmettre ces exploitations. Effectivement, pas que aux fils, aux filles des exploitants, mais aussi tout un chacun qui vient dans la famille des agriculteurs. Voilà. Et c'est tout ça qui met des freins. Et aujourd'hui, quand on n'a pas de vision, qu'on nous rajoute des normes sur les normes, etc., et des fois, il y a des normes qui sortent, on n'a pas le temps de les mettre en place, qu'il y en a des nouvelles. Oui, vous avez à peine intégré les précédentes, qu'il y en a une nouvelle qui arrive. Je reste sur la question de la rémunération, parce qu'il y a aussi un principe de réalité, Thierry Pouche, qu'il faut malheureusement rappeler, c'est qu'aujourd'hui, la demande de bio, elle est en train de plonger chez les consommateurs. C'est une autre forme de contradiction avec le pacte vert, qui prévoit quand même l'augmentation des surfaces dans l'Union européenne consacrées à l'agriculture biologique. Et depuis 2 ans, encore une fois à la faveur d'un contexte particulièrement difficile, eh bien les consommateurs se sont détournés des produits issus de l'agriculture biologique en produits laitiers, en viticulture et aussi évidemment en fruits et légumes, parce qu'il y a une question de prix. C'est le premier item qui intervient lorsqu'on leur fait une enquête. Et ensuite, il y a même maintenant des considérations sur finalement la valeur nutritive, le lien entre le produit bio et la santé. Et ils se demandent si un produit AOC, par exemple, ou un autre signe de qualité on va miser sur le local plutôt que sur le bio. Voilà, donc voilà, c'est encore une fois... Ça veut dire qu'il y a des déconversions des agriculteurs qui étaient passés au bio et qui sont marche arrière. On assiste à des retours au conventionnel, oui.
Non, c'est nombreux, ça. Je ne sais pas si vous avez les chiffres. Alors, pas une colle, ça dépend des filières. Non, ça dépend des filières. On a déjà quelques cas assez importants dans la filière laitière, évidemment, parce qu'il y avait eu un afflux à une époque. Mais là encore, on peut réfléchir sur tout le modèle économique de l'agriculture, c'est-à-dire tout ce qui relève de l'offre, mais il faut aussi ne pas oublier qu'il y a un débouché nécessaire pour absorber cette offre. C'est mon économiste qui vous parle. Voilà, donc c'est quand même quelque chose d'important. Et ce qui se passe en Allemagne est assez intéressant de ce point de vue-là. Hein. C'est-à-dire ? Eh bien, c'est-à-dire que évidemment, il y a tout ce qui relève de la fiscalité sur le gasoil qu'on a mis en avant, mais en regardant de près, l'Allemagne a fait le choix d'une orientation de son agriculture vers davantage d'environnement et de transition agroécologique, sauf que le syndrome de la dépendance de l'Allemagne au gaz russe a touché l'alimentation maintenant. Comme c'est le premier pays le plus gros déficitaire de la balance commerciale agroalimentaire, l'Allemagne dégage un déficit de 15 à 20 milliards par an, ils se posent la question de leur sécurité alimentaire. Et donc il y a une tension maintenant entre les choix environnementaux et la sécurité alimentaire. On voit à quel point l'équation elle est compliquée en France, mais dans les autres pays d'Europe, on rappelle que ce mouvement des agriculteurs, il n'est pas seulement français. Vous avez évoqué une proposition de loi qui a été faite par les sénateurs, on va en parler tout de suite grâce à Quentin Calmet, parce que ça va vraiment nourrir notre débat. Bonsoir Quentin. Bonsoir Bienvenue Thomas. à bonsoir vous, à les sénateurs qui avaient adopté l'an dernier donc une proposition de loi pour un choc de compétitivité en faveur de la ferme France, c'est son nom. Oui, je parle sous votre contrôle, Sophie Primas, parce que vous étiez la rapporteure de ce texte, vous le connaissez donc par cœur. Mais effectivement, l'année dernière, Thomas, la droite et le centre au Sénat ont cherché à alléger les contraintes qui pèsent sur les agriculteurs. La proposition de loi a été adoptée en mai dernier, à l'époque où déjà le gouvernement parlait d'un texte d'orientation d'avenir agricole, donc qui était prévu pour à l'époque l'été 2023. Parmi les mesures du texte des sénateurs, il y a la création d'un haut commissaire à la compétitivité agricole avec un plan sur 5 ans, un fonds spécial pour l'investissement et la recherche, un livret agri pour flécher l'épargne des Français sur le secteur agricole et aussi créer du lien avec les concitoyens. Et enfin, des mesures fiscales comme des crédits d'impôt, des abattements et exonérations qui étaient indexés sur l'inflation. Alors on a parlé des normes, le texte, il répond au désarroi des agriculteurs sur ce thème ? Oui, dans le texte, le Sénat charge le Conseil d'État d'identifier les cas de surtransposition, c'est-à-dire quand un texte de loi français chargé de décliner une directive européenne se veut encore plus contraignant. C'est directement le Conseil d'État qui serait à la manœuvre. Donc texte qui avait été adopté ici au Sénat en mai dernier et critiqué par la gauche sénatoriale. Voilà, notamment sur les questions environnementales. Le texte permet au ministre de l'Agriculture de s'opposer à une décision de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Par exemple, lorsque l'agence décide de retirer du marché un produit phytosanitaire, s'il n'existe pas de solution alternative efficiente, le ministre peut ainsi avoir le dernier mot. Ça avait fait bondir les écologistes. Et également sur l'eau, un article du texte consacre le caractère d'intérêt général majeur des ouvrages de prélèvement de stockage de l'eau agricole. Les bassines doivent toutefois s'inscrire dans le texte dans le respect d'un usage partagé de l'eau, mais cette mesure a été décrite comme étant une provocation par les écologistes après les tensions autour des méga-bassines. Le texte, vous le disiez, Thomas, a été adopté le 23 mai dernier, 110 voix pour, 94 contre au Sénat. Il attend toujours d'être inscrit à l'ordre du jour des députés à l'Assemblée nationale, mais pour l'heure, il est coincé dans la navette entre les deux chambres du Parlement. Il faut dire aussi que le gouvernement expliquait vouloir reprendre certaines des mesures des sénateurs dans son propre texte qu'on attend pour a priori le premier semestre 2024. Effectivement, merci beaucoup Quentin. Sophie Primas, si ces propositions étaient mises en œuvre, ça changerait quoi pour le revenu des agriculteurs? Est-ce que pour vous, ça aurait un effet rapide et réel? Alors, l'idée, c'est effectivement d'avoir des petites mesures en fait, qui ont des objectifs de compétitivité hyper rapides. Vous avez mentionné des mesures fiscales, vous avez mentionné des mesures sur les charges sociales. Il faut savoir par exemple qu'à Agriculture Comparable, les charges sociales sur les agriculteurs français sont 1,7 fois plus élevées que chez nos collègues allemands, par exemple. Donc on a besoin d'aller chercher de la compétitivité. Vous voyez par exemple le fameux bonus-malus qui a été mis sur les contrats courts dans le monde du travail s'appuie
s'applique sur les saisonniers, par exemple. Dans l'agriculture, c'est hallucinant. Enfin, voilà, on doit sortir ces charges sociales. Donc, il y a à la fois des mesures très pragmatiques, il y a des mesures aussi un peu plus à long terme, notamment sur les capacités des Français, d'une façon générale, à investir auprès de leurs agriculteurs pour moderniser, transformer le modèle et aller vers plus d'agroécologie. On a parlé aussi de capter le carbone, de les aider. On a parlé de formation, de crédit, de journée formation pour les agriculteurs. Voilà, donc dans la vie quotidienne, ça changerait à la fois des données qui sont des données économiques de base, données fiscales, données de charges sociales, mais aussi une perspective à plus long terme sur le rôle de l'agriculture dans la transition environnementale. Quentin en parlait, il est dans les limbes un peu le texte entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Je laisse Quentin. Non, c'est moi qui le dis. Je vous laisse voilà, donner le nom qu'il vous plaît. En tout cas, il est entre les deux chambres. Voilà, bon, ça c'est sûr. Il est entre les deux chambres. Nous, on a espéré. C'est vrai qu'il y a un certain nombre d'ailleurs de mesures. Il y en a 2 ou 3 qui ont été prises au projet de loi de finances. Par exemple, l'augmentation du seuil pour aller vers le micro-bénéfice agricole. Il a été repris en compensation du GNR dans le projet de loi de finances. Alors, les agriculteurs reçus par le Premier ministre, FNSEA hier, d'autres organisations ce mardi soir, en attendant des mesures concrètes, ils ne bougent pas, comme ici sur l'autoroute A16, on est dans l'Oise. On restera là le temps qu'il faudra. On a prévu tout ce qu'il fallait pour le ravitaillement, dormir, on restera là sur place, plusieurs jours s'il le faut, tant que le Premier ministre, au ministre de l'Agriculture, ne nous donneront pas des actes concrets. Sur l'autoroute A7, c'est l'une des informations de ce mardi, des routiers ont joint leur camion au tracteur, Thierry Pouche. Est-ce que c'est un mouvement qui peut faire tache d'huile? Est-ce que, j'imagine, c'est la grande crainte du gouvernement qui surveille ça avec beaucoup d'attention, mais est-ce qu'il y a les ferments d'un mouvement qui se généraliserait d'après vous? Bon, je ne sais pas si je suis habilité ni compétent pour répondre à cette question, mais on est dans une situation, oui, particulièrement complexe, tendue, qui a pas, l'hypothèse doit être examinée avec soin. Oui. Rémi Dumas, vous vouliez intervenir là-dessus. Est-ce que vous voulez forcément que d'autres professions vous rejoignent, tiens? Non, déjà, ce qui est sûr, c'est que l'ensemble des départements se mobilisent au fur et à mesure de la semaine. Parce qu'effectivement, la grogne arrive un petit peu de partout et dans chaque secteur, c'est problématique. Ensuite, c'est une manifestation agricole. Donc de là à ce que les autres nous rejoignent, on n'a peut-être pas les mêmes sujets de manifestation. Donc restons sur nos sujets agricoles et demain de souveraineté alimentaire, encore une fois. Il faut que les Français comprennent que oui, on est désolé si on les bloque quelques minutes, mais peut-être que s'ils mangent demain, c'est grâce à leur patience quelques minutes derrière des tracteurs. Jérôme Guibert, depuis 48 heures, là, je lis beaucoup des gilets jaunes aux gilets verts. Est-ce que ces deux mouvements sont potentiellement comparables? Moi, je pense que c'est l'intérêt des agriculteurs que ça reste une revendication agricole. Or, les gilets jaunes, c'était quand même beaucoup plus large. Ça concernait l'ensemble de la population. Cela dit, je pense qu'on ne sort d'un mouvement comme ça que par une initiative forte. D'écoute et pas simplement de rencontre avec les organisations syndicales, mais une initiative forte qui met à plat véritablement des annonces. Il y a un certain nombre de sujets sur lesquels il peut y avoir des annonces, qui mettent à plat les différents sujets avec, me semble-t-il, la vraie direction dans laquelle il faut aller, c'est l'accompagnement, le changement dans l'accompagnement des agriculteurs vis-à-vis de la transition écologique. On pourrait prendre des exemples du gazole non routier, des exemples des bassines, etc. Il y a vraiment une logique d'accompagnement absolument essentielle, parce qu'un certain nombre de choix qui pourraient être considérés comme intelligents aujourd'hui seront considérés dans 5 ans comme des choix catastrophiques. Par exemple, le choix de telle ou telle bassine. Il ne faut pas être contre le stockage de l'eau. Il y a tout à fait des solutions intelligentes de stockage de l'eau. Il peut y avoir des choix, en effet, de bassines qui sont très contre-productives, y compris pour les agriculteurs. Donc il faut en discuter. Et il faut que les gens en discutent. Oui, mais ça, c'est au cas par cas. C'est localement que ça. Mais l'initiative de se dire, eh bien, on regarde ensemble rapidement les bassines qui sont considérées comme la non-appropriation, par exemple, par le privé de l'eau, qui est quand même un sujet essentiel, qui ne risque pas de s'assécher compte tenu du réchauffement climatique. Sujet qui se pose dans un certain nombre de projets de bassines et qui rend les bassines comme un non-sens. Bon.
Et au contraire, il y a d'autres endroits, il y a des stockages de l'eau qui sont tout à fait rationnels, tout à fait intéressants. Donc ça, il n'est pas compliqué, cas par cas, de regarder très vite ce qui est intelligent et ce qui n'est pas. Sauf que la complexité de la réponse gouvernementale, c'est qu'on attend une réponse évidemment la plus générale possible. Il y a des enjeux politiques, évidemment, à moins de 5 mois des élections européennes. Émilie, ce conflit, l'agriculture donne aussi l'occasion de voir de plus près le match, si j'ose dire, entre Gabriel Attal et Jordan Bardella. Ben oui, quelque part, on l'attendait, ce match, depuis la nomination de Gabriel Attal comme Premier ministre, comme si sa présence lançait officiellement la bataille du gouvernement contre le Rassemblement national en vue des élections européennes du 9 juin. Le jeune et doué Attal étant, semble-t-il, l'un des meilleurs adversaires du camp Renaissance pour contrer le jeune et doué Bardella. Et samedi, les deux ont redoublé d'efforts, chacun dans leur coin et dans leur style, pour se montrer au chevet des agriculteurs. Alors, vous avez regardé ça de près, résultat. Alors, sur la forme, le match à distance a montré un Attal très macronien, oui. En simili, grand débat, un peu bavard, un peu sérieux, un peu austère. Un Bardella qui était à l'inverse très proche des agriculteurs, même physiquement, en discussion. Sur le fond, on a eu des promesses, évidemment, de la part d'Attal, un Premier ministre tout nouveau, mais qui est quand même l'héritier d'un bilan de 7 ans qui n'est pas très porteur. On se souvient, en 2017, Emmanuel Macron avait déjà promis que les revenus des agriculteurs allaient s'améliorer. Pas sûr que les réponses avancées. On l'a dit, le projet de loi qui est retardé parce qu'il devrait être musclé en termes de simplification. Est-ce que ça va pouvoir calmer les ardeurs agricoles? Pour l'instant, pas de fumée blanche de la réunion d'hier entre le gouvernement et la FNSEA. Et alors, côté RN, sur le fond? Alors, côté Bardella, on est plutôt sur des critiques, évidemment, de l'Europe de Macron. Il y avait cette expression, une remise en question des normes environnementales dont on parlait, qui plombent la production française. Alors que les produits importés, eux, n'ont pas besoin de les respecter. Mais les réponses sont évidemment un peu simplistes. Un projet de loi de patriotisme économique qui donnerait par exemple aux agriculteurs une priorité aux cantines scolaires. La belle affaire, c'est un peu court. Et une exception agriculturelle qui permettrait d'exclure le secteur agricole des accords de libre-échange, mais qui plomberait quand même aussi les produits français, notamment haut de gamme, vin et fromage. Donc des visions quand même assez simplistes. Allez, on regarde les enjeux pour les deux. Ouais. Alors pour le RN, l'enjeu, c'est pas forcément le vote des agriculteurs, puisqu'ils ne représentent que 1,5% de la population active. Non, ce qui les intéresse surtout, c'est cette France des oubliés qu'ils représentent et qui s'est aussi manifestée durant la crise des Gilets jaunes et qui est de plus en plus attirée par les sirènes de ce parti d'extrême droite. Bardella pourrait aussi profiter du tragique accident qui a eu lieu, qui a coûté la vie à une agricultrice. Les occupants de la voiture qui a foncé sur le barrage étaient visés par une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Il a déjà tweeté sur le sujet, il a sauté dessus. Pour la majorité, à l'inverse, il s'agit de calmer évidemment la colère, et très très rapidement, parce que dans quelques semaines commence le salon de l'agriculture, dans les allées duquel le président de la République a l'habitude de défiler des heures. L'an dernier, Macron avait déjà été un peu chahuté. En cas de poursuite et d'extension du mouvement agricole, sa visite pourrait être très chaotique et les images donc très catastrophiques à quelques mois des élections européennes. Et on peut imaginer que ça va inciter Gabriel Attal à répondre à certaines des revendications des agriculteurs. Je vous donne la parole tout de suite, mais Sophie Primas, vous vouliez réagir à cet accident tragique dans l'Ariège. Effectivement, on a appris aujourd'hui que les passagers de la voiture qui a forcé le barrage étaient sous le coup d'une OQTF. Écoutez, d'abord, moi, j'ai beaucoup de compassion pour le monde agricole et évidemment cette famille. Je trouve indigne ces réactions. Voilà, je vous le dis, sur les OQTF, c'est pas le sujet du tout. Toute récupération de ce style est totalement indigne. Moi, je voudrais juste réagir sur ce que l'on vient d'entendre pour dire, d'un côté, on a le double langage macroniste en disant on fait une pause environnementale, on regarde, on discute, on arrive, on va faire un plan, etc. Et puis les 23 députés macronistes de Renaissance, en tout cas à l'Europe, qui vont voter exactement le contraire de la pause. Donc il faut obligatoirement une cohérence pour parler aux agriculteurs. Et puis de l'autre côté, on a un Front national, un Rassemblement national qui ne s'occupe absolument pas d'agriculture au niveau européen, qui a exactement le même nombre de députés que Renaissance au niveau européen et qui n'a jamais aidé les Républicains qui travaillent sur l'agriculture à passer des amendements et des réformes à ce qui était proposé, notamment par la Commission environnement et M. Canfin du groupe Renaissance en Europe. Donc on a vraiment... Il
faut pas prendre les agriculteurs pour des idiots. Alors évidemment, le message, il est plus général et il est adressé à tous les Français. Mais en ce qui concerne l'agriculture, je trouve que d'un côté, il y a une incohérence entre les propos et les actes. D'autre côté, il y a vraiment une incompétence, parce que dire qu'on sort totalement des accords de libre-échange sans rentrer dans la complexité de ces accords, c'est complètement de l'amateurisme. Vous vouliez réagir? Je voulais simplement m'associer à ce que vous avez dit sur l'utilisation politique de ce drame, qui me paraît tout à fait pas approprié. Et puis, deuxième chose, insister peut-être, en fonction de ce que vous avez dit, je sais bien que les médias adorent la mise en scène de ce match, mais il y a une dissymétrie très forte dans la situation de l'un et de l'autre. Il y en a un qui est tête de liste, qui peut raconter, vous l'avez dit d'ailleurs, qui peut raconter à peu près n'importe quoi, parce qu'il fait des promesses qui, de toute façon... Et puis il y en a un autre qui est en responsabilité. Et je crois qu'il ne faut jamais oublier ça, parce qu'évidemment, je veux dire, ça conditionne ce match. Et ce match, je pense qu'il n'est pas forcément la chose qu'on peut souhaiter complètement pour les élections européennes. Je pense qu'il faut qu'il y ait un match entre les têtes de liste des élections européennes qui ne se résumera pas au match actuel. Mais Thierry Pouche, on le disait hier, parce qu'on avait déjà un premier débat consacré à la colère des agriculteurs, la France est le pays qui reçoit le plus d'argent de l'Union européenne dans le cadre de la politique agricole commune. C'est pas forcément su. C'est pas forcément beaucoup médiatisé. Est-ce que l'Europe pourrait mieux protéger ses agriculteurs? Parce que c'est ça le cœur du débat. Alors, c'est pas forcément su, mais c'est pas non plus incohérent, étant donné que la France est la première puissance agricole de l'Union européenne. Je dis pas que c'est incohérent. Mais vu ce qu'elle apporte aussi au budget européen, la contrepartie, c'est 10 milliards par an à peu près. C'est assez logique au regard notamment de sa production, encore une fois. Oui, mais on est dans un pays où on aime bien taper sur l'Europe, en tout cas certains responsables politiques, donc voilà, ça fait pas de mal de le rappeler. Ah ben, j'imagine assez mal une France sans politique agricole commune. Ça a quand même été un élément qui a permis de moderniser notre agriculture, d'accéder à l'autosuffisance et donc de faire exercer à l'échelle européenne une espèce de souveraineté alimentaire. En un temps record, on est devenu quasiment autosuffisant. On a beaucoup parlé de cette souveraineté alimentaire, mais cette souveraineté alimentaire, quand on regarde bien les éléments chiffrés et l'étude récente de France Agrimaire, elle n'est pas totalement en péril. On a encore des secteurs particulièrement solides. Il y en a où effectivement la situation économique s'est dégradée. Le cas de la volaille, par exemple, est là emblématique. Les fruits et légumes, évidemment, ça c'est encore sur une période beaucoup plus longue. Et il y a des menaces. Quand on apprend qu'en 2023, l'Europe est devenue, l'Ukraine est devenue le second fournisseur de sucre derrière le Brésil de l'Union européenne, alors qu'il y a en France, en Allemagne, un peu en Belgique, des producteurs de betteraves et des sucreries, il y a quelque chose qui interpelle quand même. Là, le débat est posé sur la souveraineté alimentaire, parce que le sucre est quand même un poste important pour nous. Et il ne faut pas oublier que le sucre, ce n'est pas uniquement des usages alimentaires. Dans la transition, justement, écologique, il y a aussi des usages énergétiques, des usages dans l'industrie. On peut même alimenter les animaux avec la pulpe de betterave. Donc, voilà, il faut essayer d'avoir aussi une vision un peu globale de ce qu'on veut faire de cette agriculture à l'échelle européenne. Rémi Dumas, l'une des revendications qu'on entend beaucoup chez les agriculteurs, je voudrais savoir ce que vous en pensez, c'est aussi le sentiment qu'il y a parfois un peu deux poids, deux mesures. C'est-à-dire au sein même de l'Union européenne, des normes qui ne s'appliquent pas exactement de la même façon et les agriculteurs français qui parfois en souffrent. Exactement, on a une politique agricole commune qui a souvent rien de commun. Donc il y a des règles européennes, mais bien souvent laisser libre choix au gouvernement de chaque pays de faire ce qu'ils veulent exactement et de les mettre un petit peu à leur sauce. Et c'est vrai qu'en France, on a la fâcheuse tendance de vouloir être premier de la classe et plus blanc que blanc. Sur le papier, c'est plutôt sympa. En réalité, effectivement, ça nous met en concurrence déloyale à chaque fois, parce que nous avons plus de normes du coup et plus de restrictions, notamment sur les produits phytosanitaires. On est le pays avec le plus de restrictions et le moins de molécules actives autorisées. Et puis, c'est toutes les questions sociales, ça a été dit aussi tout à l'heure, avec le coût de la main-d'œuvre qui est plus cher en France, avec une inflation alors
j'ai pas envie de rentrer dans les chiffres, mais voilà, une agriculture qui coûte cher à produire au final, et du coup qui nous met en concurrence à l'intérieur même de l'Europe. Pardon Émilien, je vous interromps parce qu'il nous reste 30 secondes. La mesure la plus importante que pourrait annoncer Gabriel Attal là, dans les prochaines heures ou dans les prochains jours, pour vous c'est quoi? Vraiment en quelques mots. C'est une pause normative déjà, donc d'arrêter de surtransposer les normes, de nous en mettre des nouvelles. C'est des leviers fiscaux aussi à mettre en place, notamment, comme je vous le disais, sur les transmissions, sur l'installation. Et puis sur les aides, parce qu'aujourd'hui, quand on reçoit des aides, certes, mais elles sont quand même taxées derrière. Donc il y a aussi des incohérences là-dessus. Et puis c'est cette vision d'avenir. Qu'est-ce que l'on veut comme agriculture demain en France et faire cet équilibre entre souveraineté alimentaire et écologie, parce qu'effectivement, ça peut collaborer. Mais par contre, il faut du bon sens paysan pour le mettre en place. Merci beaucoup Rémi Dumas. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je vais rappeler, Jérôme Guibert, le titre de votre livre, Le Grand Malentendu climatique. Ce livre est publié aux éditions de l'Aube. À bientôt sur Public Sénat.